Alors, je m'appelle Victor Fleury, j'écris des livres dans le domaine de l'imaginaire. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'histoire et d'histoire parallèle. Alors, comment les littératures de l'imaginaire s'approprient l'histoire ou en font quelque chose de nouveau. Alors, ça va être long. Alors, on va diviser notre parlotte en plusieurs parties. Une grande partie sur la fantaisie et une grande partie sur la science-fiction, ou en tout cas ce qui s'y rattache. Alors, on va ensemble passer par plusieurs étapes. D'abord, la fantaisie. Dans la fantaisie, on verra l'histoire héroïque ou héroïque fantasy, puis la fantaisie pseudo-historique, quand l'histoire inspire l'imaginaire. Nous passerons ensuite par les mythologies ou la fantaisie du passé. Nous entrerons ensuite dans l'histoire secrète, la fantaisie en coulisses de l'histoire, puis par l'histoire revisitée, la fantaisie remaquillée par l'histoire. Ensuite, place à la science-fiction, voilà le voyage dans le temps. Pourquoi voyager dans le temps? Et explorons aussi des univers parallèles. Puis place à l'Uchronie, histoire de liberté, histoire extrême. Enfin, le steampunk, le merveilleux scientifique et la réappropriation d'une culture commune. On va commencer donc par la fantaisie et je vous propose d'examiner d'abord ce que j'ai appelé l'histoire héroïque ou alors Heroic History. Alors, on va commencer avec un livre qui s'appelle Les Chroniques saxonnes de Bernard Cornwell. Alors, qu'est-ce que c'est l'Heroic History? Pour moi, c'est quand on prend l'histoire hein, et en fait, on la touche presque pas, mais qui est relatée de façon héroïque. Donc, on ne touche presque rien, il n'y a pas d'éléments magiques. On va prendre l'histoire et en faire un récit épique. L'un des bons exemples, ce serait Les Chroniques saxonnes de Bernard Cornwell, qui est une excellente histoire, qui se passe donc à l'époque de l'invasion de ce qui est aujourd'hui l'Angleterre par les Danois. Et donc on a un homme qui s'appelle Uhtred de Bebbanburg, qui, enfant, est enlevé par les Danois, alors que lui-même est saxon. Hein. C'est le fils du seigneur de Bebbanburg. Et alors, les Danois ont tué son frère, les Danois ont tué son père, ils vont l'enlever lui, et ils vont l'élever comme un Danois. Et chez lui, à Bebbanburg, eh ben, son oncle va prendre le pouvoir, et bien sûr, son oncle n'a aucune envie de le voir revenir. Donc, on a cet homme qui est entre deux cultures, hein, entre les Danois et donc, sa culture adoptive, des gens qui l'ont enlevé, mais qui l'ont élevé, et puis les Saxons, qu'il ne connaît pas finalement, même s'il il est membre de cette culture. Hein. Et on a ce personnage incroyable, tiraillé entre deux cultures, qui va se lancer à son corps défendant, bien souvent, dans les luttes politiques et les guerres de son temps. Et donc là, on a une histoire, une saga incroyable qui n'a rien à envier parfois au Seigneur des Anneaux ou à des épopées de véritable fantaisie. Hein. Alors, un autre exemple, qui cette fois un francophone, que tout le monde connaît, Jean-Philippe Jaworski. Alors Jean-Philippe Jaworski, il a écrit Même pas mort. Jaworski nous présente un monde qui est le monde réel, hein, le monde des Celtes du IVe siècle avant Jésus-Christ. Donc il met en scène un personnage qui est a priori qui a existé, Bélovèze, qui est cité par Tite-Live, un auteur romain. Ce Bélovèze, ce serait un Celte qui aurait envahi une partie de l'Italie du Nord. Et Jean-Philippe Jaworski le met en scène enfant, puis après jeune adulte, à la cour de son oncle, le roi Ambigate. Et donc, c'est un jeune homme qui va devoir, alors que son oncle règne, son oncle a assassiné son père, qui était un ennemi d'Ambigate, et qui va devoir bien reprendre sa place dans le concert des guerriers de son oncle. Sera-t-il fidèle à son oncle? Sera-t-il fidèle à la mémoire de son père? En tout cas, c'est un guerrier qui va connaître des combats, qui va connaître des dilemmes et qui va vivre une vie véritablement épique. Alors Jean-Philippe Jaworski là, respecte l'histoire, même si en réalité il se glisse dans les interstices de l'histoire de ce qui n'est pas connu pour faire une saga tout à fait épique. Et on peut dire que ce roman, comme les Chroniques saxonnes, reste dans le domaine de l'imaginaire, puisqu'on a ce souffle de l'aventure, ce souffle épique qui emporte un personnage. Et même si on reste dans le domaine de l'histoire, eh bien, on entre dans le domaine de l'imaginaire. Alors chez Jean-Philippe Jaworski, notamment parce que son personnage a des croyances celtes. Donc il va croire en certains dieux, il va croire en certains
en certaines apparitions, certains esprits qu'on nous montre d'ailleurs, mais est-ce le personnage lui-même qui invente ces apparitions à partir de faits totalement réels, ou est-ce qu'il y a réellement des dieux ou des apparitions qui lui parlent? Alors ça, c'est au lecteur d'en juger. On est presque dans le domaine du fantastique, finalement. Donc, en tout cas, ces deux livres sont représentatifs de ce que j'appellerais donc l'Heroic History, une histoire héroïque. Alors, on va s'enfoncer progressivement dans la fantaisie. Tout de suite, aller dans la fantaisie. Alors, cette fois, une fantaisie pseudo-historique, où on utilise l'histoire avec des références claires, un décor un décor évident, mais on va inventer un autre monde qui est un monde de fantaisie qui s'inspire de ce décor. Alors en fait, la plupart des œuvres de fantaisie se rattachent à une époque historique particulière et prennent ces références. Si je prends les grandes sagas de fantaisie les plus connues, allez, le Trône de Fer, dans la plupart du temps, dans le Trône de Fer, on est dans un Moyen-Âge plus ou moins fantasmé, mais on se réfère à un ordre du monde qui est celui du Moyen-Âge. Alors, comme je disais, la plupart des livres d'Heroic Fantasy en fait, font référence à une période historique, même de façon lointaine. On a quand même des livres de fantasy qui sont plus respectueux de l'histoire, même s'ils se situent dans un monde qui est totalement autre. C'est un peu ce que j'appelle la fantaisie réaliste. Alors, regardons un livre parmi d'autres, mais qui est très bien écrit, un Chien du Homme de Justine Niogré, où on a un monde de fantaisie qui ressemble beaucoup au Moyen-Âge européen. Pour le coup, il est plus historique, plus réaliste, puisqu'on n'a pas vraiment de la magie, des apparitions de créatures fantastiques. On a du sang, des larmes, des châteaux où on se pèle en hiver. On assiste, pour moi c'est l'un des moments mémorables, on assiste à tout un hivernage dans un château où eh bien, en fait, le seul moyen de se protéger du froid, c'est des grandes tentures qui sont pendues devant les meurtrières. Et c'est une atmosphère lugubre. Je m'y croyais. Là, pour le coup, c'est de la fantaisie pseudo-historique tout à fait réaliste. Alors, on a d'autres auteurs qui font référence à des périodes, d'autres périodes plus spécifiques, puisque la fantaisie médiévalisante, entre guillemets, c'est la fantaisie tarte à la crème, ce qui n'empêche qu'il y a des choses qui sont très bien dans ce domaine, mais il y a d'autres auteurs qui vont chercher, disons, d'autres périodes. Alors, parmi les plus connus, on a Guy Gabriel Kay, qui a écrit des ouvrages qui sont presque toujours tournés vers une époque en particulier. Alors, je présente en premier les Lions d'Al-Rassan. Alors, les Lions d'Al-Rassan, on est en réalité en Andalousie, enfin, on est dans une fausse Andalousie, puisque c'est un monde imaginaire, mais l'auteur de notre personne, il fait référence à l'Andalousie sous domination musulmane, de 711 à 1492, qui était une période extrêmement intéressante, puisqu'on a une Espagne à cette époque qui est tiraillée entre la culture chrétienne, la culture musulmane, et qui est un espace du coup de libre pensée et d'échange culturel incroyable, donc une période historique fascinante. Et Guy Gabriel Kay s'en sert, mais alors il ne nous livre pas l'Espagne réelle, il invente un pays qui s'appelle l'Espéragne, donc vous voyez c'est complètement transparent, avec au sud l'empire d'Al-Rassan, qui est en réalité, voilà, c'est l'émirat de Cordoue, c'est clair, et au nord les Jadites, qui sont les chrétiens. D'ailleurs, ça me fait penser qu'en réalité, quand on prend un monde pseudo-historique comme ça nous permet aussi de parler de problématiques qui sont parfois ardues, mais en se cachant derrière des prête-noms, derrière des formes de fantaisie. Par exemple, quand Guy Gabriel Kay parle des religions dans ce monde, il ne fait pas mention de musulmans, de chrétiens ou de juifs, mais d'Ashtarites, alors c'est les adorateurs des étoiles, qui sont en réalité les musulmans dans ce monde, des Jadites, les fils du dieu soleil, Jade, qui sont en réalité les chrétiens, et puis des Kindates, qui sont en réalité les juifs. Ce qui permet en fait de parler de ces religions en ayant un peu plus de distance et peut-être prendre plus de précautions vis-à-vis de ces sujets historiques qui sont parfois un peu délicats à manier. On a un autre exemple avec le clan des Autori de Liane Hearn. Alors,
De la même façon que Guy Gavrielke, qui utilise un décor assez original, lui va chercher du côté du Japon médiéval. Ce Japon médiéval n'a rien à voir avec le nôtre, puisque si je vous montre la carte, hein, on n'est pas du tout dans un Japon, disons, historique. Mais là encore, le lecteur a le plaisir d'être plongé dans un monde avec des référents culturels qu'il va aimer retrouver. Ça permet de donner une coloration toute particulière à l'aventure, avec cette question d'honneur qui est au centre de la question de la culture japonaise. Et voilà, les samouraïs, les ronins sans maître, et tout ce qui fait la saveur des contes et de l'histoire japonaise. Alors, je continue, puisque finalement, je pourrais continuer à l'infini hein, avec cette fantaisie pseudo-historique qui se rattache à une période en particulier. On revient sur Jean-Philippe Jaworski avec son roman le plus connu, hein, Gagner la guerre. Gagner la guerre, c'est un roman qui met en scène un personnage qui s'appelle Benvenuto Gesufal. Benvenuto Gesufal, c'est un assassin, mais ce n'est pas l'assassin de n'importe qui. C'est l'assassin du podestat. Alors, le podestat, qui est-ce ? C'est un peu comme le doge, hein, c'est le maire d'une grande ville Souidalia, qui ressemble fort aux grandes villes italiennes de la Renaissance. Donc là encore, c'est assez transparent. Souidalia, c'est Florence, c'est Gênes, c'est Venise. Et avec des républiques qui sont plutocratiques, sur lesquelles règnent les plus puissants, des républiques impérialistes qui forment leur richesse par le commerce, qui vont se battre contre d'autres pays, mais à travers les mers, en envoyant leur flotte protéger leur commerce. Donc là, Souidalia est exactement dans le même cas, puisqu'on a des grandes flottes qui protègent le commerce et qui même vont attaquer ou se défendre contre un adversaire qui est l'empire de Rhétine. Alors l'empire de Rhétine, pareil, c'est tout à fait transparent. C'est l'empire ottoman, l'empire turc, qui à l'époque qui dans notre véritable monde était véritablement opposé aux républiques italiennes, qui étaient leurs partenaires commerciaux, mais qui étaient aussi leurs concurrents. Donc là, Jean-Philippe Jaworski se sert des référents historiques pour nous ramener à quelque chose de connu, mais il a tout de même cette liberté, puisque c'est ça l'intérêt hein, d'utiliser un canevas historique, pseudo-historique, c'est qu'on utilise les référents du lecteur, le lecteur se sent plongé dans un monde qu'il connaît, il a le plaisir même d'avoir des références historiques, de s'imaginer un décor très facilement, mais en même temps l'auteur conserve sa liberté et peut mener ce monde pseudo-historique là où il le veut, sans forcément suivre les traces de l'histoire. D'où le fait que la fantaisie que j'appelle pseudo-historique est extrêmement utilisée. Alors c'est d'ailleurs la fantaisie que j'utilise moi-même. Je vais faire un petit interlude en expliquant, du moins en expliquant comment moi j'écris de la fantaisie pseudo-historique. Puisque comment faire ? Vous avez peut-être toujours rêvé d'écrire de la fantaisie pseudo-historique. Eh bien, c'est le moment. Voyons la recette. Alors, premièrement, il faut lire des livres d'histoire, ou alors au moins s'intéresser un minimum à l'histoire. Vous pouvez peut-être regarder des documentaires sur Arte ou tout ce que vous voulez, mais moi, je vous dis comment je fais. Déjà, je suis passionné d'histoire, donc je lis de l'histoire et je me renseigne sur la période. Pas forcément dans le but d'en écrire un livre, d'ailleurs. Par exemple, j'adore l'époque romaine. Je n'ai jamais écrit un livre sur l'époque romaine. Dans le cas de la croisade éternelle, qui n'est pas sorti et que je vais vous donner tout de suite. Alors, la croisade éternelle, hein, le premier tome est sorti en 2019, maintenant. Le premier tome s'appelle La prêtresse esclave et le second tome est sorti cette année en 2020, récemment, en novembre. C'est la suite, ça s'appelle La prêtresse guerrière. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, vous allez me dire ? Eh bien, c'est de la fantaisie mésopotamienne. Alors là, je m'arrête puisque vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça, la fantaisie mésopotamienne ? Eh bien, je vous ai cité un nombre important de livres qui utilisent un décor pseudo-historique. On est sur le même principe. J'utilise le décor mésopotamien, c'est-à-dire que, comme je suis un féru d'histoire, j'ai lu pas mal de livres. Alors, je ne prétends pas être un spécialiste, attention, hein, je pense qu'on n'a pas besoin d'être un spécialiste ou un historien pour faire de la fantaisie pseudo-historique. On a juste besoin d'aimer un décor et puis de comprendre au minimum une époque pour saisir son utilité, sa spécificité et comprendre qu'on peut inventer des histoires qui ne ressembleront pas à des histoires qui se déroulent dans d'autres époques. Alors dans le cas de la Mésopotamie, par exemple, alors je vais vous effrayer. Voilà, ce livre énorme qui fait partie d'une excellente collection
chez Belin, c'est la collection Mondes Anciens. Alors, vous en avez plein. D'ailleurs, j'en ai quelques-uns qui sont ici, hein, sur Rome, sur la Grèce, sur l'Afrique. Cette collection, elle aborde des civilisations antiques. Hein. Donc là, c'est un superbe livre de 1000 pages à peu près, hein, 1027 pages, 1031, 1039 pages, qui dit mieux. Voilà, donc c'est énorme. Je vous rassure, hein, je n'ai pas tout lu d'une traite, je n'ai même pas tout lu tout court. J'ai lu les passages qui m'intéressaient sur certains rois ou certains événements ou certains faits culturels qui m'intéressent. D'ailleurs, je l'ai lu, j'ai commencé à le lire avant d'écrire La Croisade éternelle, sans me dire que j'allais faire de la fantaisie mésopotamienne. Et puis, je me suis dit, cette époque est fantastique, en fait, par plusieurs aspects. Alors, d'abord, c'est l'aube de l'humanité, hein, c'est-à-dire qu'on a une civilisation qui elle ne sort pas de nulle part, mais elle sort du néolithique. Avant, on a seulement des groupes humains qui sont isolés. C'est la première fois que les humains se mettent ensemble pour créer quelque chose de gigantesque, une société énorme. Et donc, ces sociétés avec énormément de personnes permettent de faire des réalisations qui sont beaucoup plus importantes que les sociétés du néolithique, où on a très peu de personnes qui sont regroupées par clans familiaux. Là, on a une grande partie de la société qui est composée d'esclaves, de forces vives, qui vont mettre leur service, alors volontairement ou non, au service d'un souverain ou d'un chef qui va pouvoir faire des réalisations complètement folles comme, alors en Égypte, ce sera les pyramides, mais en Mésopotamie, ce seront les ziggourats, qui sont d'énormes monuments. Et puis, on a une organisation au niveau de la société qui est complètement novatrice pour cette époque, et d'ailleurs qui est complètement étrangère à notre propre organisation de société ou même à celle du Moyen-Âge. C'est pour ça que ça permet de faire une fantaisie qui va pas ressembler à la fantaisie médiévale. Là, on a une société qui est théocratique, c'est-à-dire que le roi prêtre, il est à la fois roi, mais il est aussi chef du clergé. C'est-à-dire qu'il commande à tout le monde parce que c'est le fils ou le descendant d'un dieu. Du coup, les prêtres vont lui obéir parce que c'est lui finalement le chef du clergé, mais il est aussi le chef militaire, le chef politique. Et toutes les strates de la société ont leur place dans cette espèce de cosmogonie, dans cette religion. C'est-à-dire que si vous êtes esclave, vous êtes esclave parce que c'est votre place dans l'univers. Donc en fait, on a affaire à une société qui est beaucoup plus rigide que la société médiévale, par certains aspects du moins. Et donc, mon héroïne Nisaba, elle est esclave. Donc, elle est esclave, c'est son destin, elle ne peut pas sortir de cette situation. Et puis en plus, elle est esclave, c'est une esclave un peu particulière, ça existait vraiment chez les Mésopotamiens. C'est des esclaves sacrés, puisque chez les Mésopotamiens, on pouvait être esclave, mais être l'esclave d'un culte. C'est-à-dire, on n'appartient pas à quelqu'un en particulier, on appartient à le culte d'un dieu. Et on pouvait comme ça évoluer fortement dans la société, devenir, avoir des responsabilités, devenir le chef d'un culte même, d'un culte religieux, mais rester esclave. De la même façon, on pouvait appartenir au roi, et le roi vous faisait monter dans la société, vous donnait beaucoup de responsabilités, vous pouviez être son trésorier, son secrétaire, son scribe personnel même, et donc avoir énormément de responsabilités, de pouvoir, mais rester esclave. Alors là, j'imagine la même chose, Nisaba, elle est esclave, mais c'est l'esclave personnelle du prince héritier, Akurgal, qui est un gros décadent hein, dans cette histoire. C'est un jeune homme tellement sûr qu'un jour il va devenir le roi prêtre à la place de sa mère, qui se roule dans des orgies, dans le stupre, la fornication, dans la bonne chair. Et il est tellement sûr d'arriver un jour sur le trône qu'il ne se rend. Il va faire une énorme bêtise. Je ne vais pas vous dire ce qui lui arrive. Mais ce jour-là, disons, il va perdre quelques opportunités de carrière et son esclave Nisaba va devoir l'aider finalement à remonter la pente. Je ne vous dis pas exactement comment, mais ils vont devoir se lancer dans un périple incroyable, une croisade à cette époque qui ressemble donc vraiment à la Mésopotamie antique. Donc autour, on a surtout des civilisations qui sont dans les balbutiements de l'humanité, des civilisations qui sont parfois même encore au stade néolithique ou même au stade paléolithique, avec parfois des tribus hein, qui ne connaissent pas le fer. D'ailleurs, la Mésopotamie ne connaît pas le fer. Donc dans ce monde, on s'étripe à coups de bronze ou de casse-tête en os, hein, ce qui ajoute un petit côté... Voilà. Un petit côté exotique finalement à toute cette violence, n'est-ce pas? Et puis on croit en certains dieux, durs comme fer, et ces dieux existent bel et bien dans la croisade éternelle, ce qui me fait une fantastique transition sur ma partie suivante, à savoir la fantaisie du passé. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien c'est qu'en fait la fantaisie, en quelque sorte, elle n'est pas née avec l'époque contemporaine. L'humain du 19e ou même du 20e siècle n'est pas le premier à avoir créé sa fantaisie.
depuis l'aube des temps, hein, l'homme se raconte des histoires. Et bien, les Mésopotamiens se racontaient des histoires. Sans doute que même les hommes préhistoriques se racontaient des histoires, mais on n'en a pas trace. Les Égyptiens se racontaient des histoires. Et ces histoires, ce sont les mythologies. Hein. La plus connue, c'est la mythologie grecque. Et donc là encore, c'est une fantastique source d'inspiration pour l'écrivain. Je termine avec la croisade éternelle qui va me servir d'objet de transition. Hein. Dans la croisade éternelle, je mets en scène des dieux qui sont directement inspirés des dieux mythologiques, des dieux de la mythologie grecque, de la mythologie mésopotamienne, c'est-à-dire des dieux qui ont en fait des caractéristiques humaines, des superpuissances jalouses, qui surveillent les hommes, qui aiment les contrôler, qui parfois s'en désintéressent complètement, des superpuissances qui sont aussi représentatives de la puissance des éléments. Hein, on a, dans mon univers, on a Anka, qui est le dieu des eaux, qui est très puissant dans la mer, donc qui va faire par exemple apparaître une infinité de murènes dragons au milieu de la mer, parce qu'il n'est pas content. Alors vous verrez pourquoi il n'est pas content. On a Enlil, qui est un dieu aérien, plutôt solaire. Alors lui, il est au sommet de la hiérarchie des dieux. Donc toute la société dans la croisade éternelle, la société d'Ubuk, est construite autour de son culte, hein, qui vénère ce dieu incroyablement puissant. On ne dit pas qu'il est bon, hein, mais il est lumineux. En tout cas, il protège cette civilisation contre un autre dieu qui est censé être souterrain, le dieu Alok, qui n'est pas le dieu du mal, attention, mais qui est un dieu qui est considéré comme maudit, qui est considéré comme pouvant amener le désordre et la destruction. Et là, hein, c'est directement inspiré de dieux de la mythologie comme Seth en Égypte. Seth, ce n'est pas le dieu du mal, c'est le dieu du chaos, hein, qui est opposé à Horus, qui est lui le dieu de l'ordre. Et dans toutes les mythologies, même grecques, hein, on a ces divinités du chaos. D'ailleurs, en grec, hein, c'est Chaos, qui est à l'origine du monde. C'est un chaos créateur. Et c'est exactement comme je l'entends, comme ça que je l'entends dans la croisade éternelle. Donc vous verrez bien, si vous le lisez, quelle place je donne à ces dieux. Mais ça me semble tout à fait intéressant de s'intéresser à la mythologie et de s'inspirer d'elle pour créer une fantaisie un peu particulière. Alors, puisque j'ai parlé de mythologie, embrayons sur cette fantaisie qui se sert de la mythologie. Alors, en parlant d'abord de la mythologie en elle-même. Alors, je choisis une mythologie qui est peu connue. J'aurais pu parler de la mythologie grecque pendant des heures. On va parler de l'épopée de Gilgamesh, qui est traduite de l'akkadien par Jean Bottero. J'ai un grand respect pour les gens qui peuvent traduire l'akkadien, hein, ce n'est pas mon cas. Donc, alors, on ne va pas se mentir, la lecture est un peu ardue, donc vous pouvez tout à fait aller voir des gens qui ont disons, fait des récits à partir de cette mythologie. Mais l'histoire en elle-même, elle reste incroyable. L'histoire de Gilgamesh, qui est un roi très puissant, qui gouverne son peuple d'une main de fer, qui leur demande travail et production de richesse, et qui, grâce à ce travail et cette production de richesse, va faire édifier Uruk, une ville incroyablement splendide et cadenassée par des grandes murailles. Et il va se retrouver en confrontation avec un autre homme qui, lui, représente l'homme primitif, l'homme animal, l'homme chaotique, finalement, hein, Enkidu, qui est son inverse opposé. Et il va se disputer une femme avec Enkidu. Et donc, ils vont s'affronter, puis devenir amis. Et puis, dans un deuxième temps, la deuxième temps de l'épopée de Gilgamesh, Enkidu meurt et Gilgamesh se lance dans un périple. Il va essayer d'aller rencontrer des dieux, parce qu'il ne comprend pas pourquoi Enkidu est mort. Et il va chercher à ramener Enkidu de la mort, et puis surtout aussi chercher l'immortalité pour lui-même, parce qu'il ne supporte pas l'idée de mourir. Et donc là, on voit que dans une œuvre d'imagination qui vient de l'aube des temps, hein, c'est extrêmement vieux. C'est extrêmement vieux la fantaisie mythologique de Gilgamesh, puisque là, on parle du XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. Hein. Donc, on est sur 36 siècles avant notre ère, enfin, pardon, pas notre ère, mais avant 2020. Hein. C'est incroyable. Et on avait des hommes qui, déjà, ressentaient le besoin d'exprimer leur humanité, leur peur de la mort, leur questionnement sur la puissance, sur ce qui était le véritable but de la vie. Est-ce qu'il faut rechercher l'amitié ou gouverner les autres ? Est-ce que le désir et l'amour, c'est la même chose, hein, puisque c'est aussi un sujet, Gilgamesh qui cherche à séduire une femme, mais est-ce qu'il cherche à la séduire ou à la posséder ? C'est une bonne question aussi. D'ailleurs, une autre question que je pose dans la croisade éternelle, parce que je la trouve très intéressante. Et on a des gens qui ont vécu 36 siècles avant notre ère qui nous en parlent.
Et ça, je pense que rien que ça doit nous donner un énorme coup de marteau sur la tête et nous dire que l'imagination humaine, c'est quelque chose d'incroyable. Bon, alors, on va quitter ce passé lointain, on va revenir dans une mythologie qui est un peu plus contemporaine. Je parle des chevaliers de la table ronde. Alors, les chevaliers de la table ronde, pour le coup, c'est une mythologie créée par les Celtes, puis ensuite reprise par le Moyen-Âge, avec des auteurs qui en fait ont réécrit ces mythologies celtes en leur donnant un lustre chrétien, puisqu'en réalité, au départ, les chevaliers des tables rondes, ce sont des guerriers celtes qui, par exemple, Gauvin, hein, sa force croît avec le soleil et décroît quand le soleil se couche. Donc là, on n'est pas du tout sur du chevalier chrétien, hein. On est sur du chevalier clairement païen qui tire sa force des ressources de la nature. C'est Gwalchmai en celte. Et puis ensuite, les auteurs chrétiens sont passés par là. Et c'est très bien parce qu'ils ont inventé plein de choses. La quête du Graal, par exemple. Et chacun, à son tour, a inventé un petit épisode sur tel chevalier, en modifiant souvent l'histoire d'un autre chevalier, puisque Galahad, par exemple, c'est en réalité Gauvin, mais on trouvait que Gauvin, justement, n'était pas assez chrétien, donc hop, on crée Galahad. Et puis Galahad, en fait, après, on invente un Galahad qui perd, enfin, qui finalement finit par trahir son idéal chevaleresque. C'est donc son père, Lancelot du Lac, et on garde un Galahad quand même qui serait complètement pur, qui lui serait le chevalier chrétien par excellence. Donc vous voyez, cette mythologie originelle, elle crée des ramifications incroyables. Et donc il y a des auteurs qui vont s'approprier cette mythologie et la réécrire pour en faire un récit cohérent, ce qui n'est pas une mince affaire, hein, notamment dans le cas de la table ronde, puisqu'on a tellement de récits parfois contradictoires ou répétitifs qu'on serait bien en mal de lire tout ce qui a été écrit sur le sujet. Mais s'il faut lire une chose sur les chevaliers de la table ronde, alors je vous conseille de lire L'Enchanteur de René Barjavel. Parce que Barjavel réussit le tour de force de prendre la plupart des figures connues du mythe arthurien, d'adapter leur histoire pour en faire un tout cohérent. Et là, on part finalement de Merlin, de la naissance de Merlin, jusqu'à la chute de la table ronde, avec cette horrible guerre entre Lancelot, le roi Arthur, pour l'amour de Guenièvre, hein, qui va mettre à bas la table ronde et diviser les chevaliers de la table ronde, en passant par les aventures de Lancelot, de Gauvin, de Yvain, le chevalier, le chevalier au lion, ou de Perceval, le chevalier simplet, et autres. Donc on les a tous là-dedans, dans un livre qui ne dépasse pas 471 pages, et qui se sert de ce souffle du passé, de ce souffle de tous ces écrivains qui l'ont précédé, pour nous donner cette histoire qui est une des mythologies indépassables de notre culture. Donc je vous conseille vraiment, hein, René Barjavel, L'Enchanteur. Et puis on a aussi des auteurs qui vont s'approprier une mythologie pour en faire quelque chose de complètement nouveau. Alors je vais prendre un autre exemple, ça va être Mathieu Rivero avec Or et Nuit, qui se sert d'une mythologie bien connue, puisque c'est la mythologie des Mille et une nuits. Alors qu'est-ce que c'est les Mille et une nuits? Un petit rappel. Les Mille et une nuits, c'est un recueil de contes qui apparaît pour la première fois par écrit au IXe siècle, et ce sont des contes, pour la plupart des contes arabes, mais aussi des contes persans et hindous, qui sont rassemblés dans un gigantesque canevas d'histoire. En fait, Scheherazade est une femme qui est enlevée par un sultan, par un calife, pardon. Ce calife, il veut abuser d'elle et ensuite la tuer. Mais Scheherazade est plus maligne, elle lui raconte des histoires et elle va lui raconter des histoires dans les histoires. Ce qui fait que à la fin de chaque nuit, elle n'a pas terminé son histoire et le calife va avoir envie d'écouter la suite et donc va lui laisser la vie sauve. Donc la nuit d'après, Scheherazade continue son histoire, mais elle inclut une histoire dans l'histoire et on n'en finit pas. Et tant mieux, parce que le calife ne la tue pas et nous, on peut profiter de ces histoires. Eh bien, Mathieu Rivero nous propose finalement la suite des Mille et une nuits, puisqu'on a encore affaire à Scheherazade qui s'est tirée des griffes du sultan. Alors, c'était le sultan d'Ouloud, mais elle part à l'aventure, puisque prisonnière auparavant des murs du palais du sultan, elle a soif d'aventure. Elle va confier ses enfants à sa sœur, et elle tombe cette fois entre les mains d'un maître bandit, Tariq,
Et comme sa technique avait fonctionné la première fois, eh bien, elle va recommencer. Elle commence à lui raconter des histoires en se disant que tôt ou tard, elle finira par échapper à l'emprise de son geôlier. Et donc, c'est un livre qui est extrêmement intelligent et qui puise dans des ressources de ce que j'appelle la fantaisie du passé, des siècles passés, donc la fantaisie des mille et une nuits, pour nous raconter de nouvelles histoires. On va rester dans la fantaisie et cette fois, on va voir la fantaisie qui utilise l'histoire secrète. Alors, qu'est-ce que c'est l'histoire secrète? Eh bien, c'est une forme d'imaginaire où on ne touche pas l'histoire. L'histoire va rester l'histoire de notre monde. Hein, on est dans le monde réel. On est dans un monde qui est le nôtre, mais il s'est passé des événements dont on n'a pas connaissance et qui sont infrahistoriques, c'est-à-dire ils existent, mais vous n'en avez jamais entendu parler. Et dans un cadre qui est donc totalement historique, qui est très renseigné, on va avoir affaire à des intrigues qui relèvent de l'imaginaire, souvent des intrigues liées au fantastique, au genre du fantastique ou de la fantaisie. Je voudrais vous parler d'un livre que j'ai découvert il y a 2 ans ou 1 an, je ne sais plus, mais qui est très bien et qui relève tout à fait de ce genre de l'histoire secrète. C'est Damien Dibben, alors plutôt Damian Dibben, puisque je crois qu'il est anglo-saxon. Pardonnez mon accent horrible. Ça s'appelle Demain. Et alors, c'est un livre qui relève de l'histoire secrète, qui est extrêmement intelligent et novateur, puisque son personnage principal est un chien. Et ce chien, eh bien, il vit au XVIe siècle. Donc, il accompagne son maître partout en Europe. Son maître, ça semble être quelqu'un d'extrêmement avancé pour son époque. C'est un médecin, puisque au XVIe siècle, hein, on est dans l'époque... on est presque dans les guerres de religion, on est encore dans la Renaissance, une époque où l'humanité s'éveille aux nouvelles idées, à des idées novatrices de liberté, d'égalité. Et puis, alors doucement, hein, on n'est pas encore au siècle de lumière avec le XVIIIe siècle, mais voilà, ce souci du prochain, l'humanisme, et puis de nouvelles inventions. Et donc, ce chien suit son maître. Et un jour, son maître l'accompagne, l'amène à Venise. Il l'amène devant une église et il lui dit: écoute, bon chien, tu vas rester ici et tu vas m'attendre. Et le chien va attendre. Il va attendre un jour, son maître ne revient pas. Il va attendre 1 semaine, son maître ne revient pas. Il va attendre 1 mois, son maître ne revient pas. 1 année, 10 ans, 50 ans. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Hein, puisque ce chien, en réalité, il est immortel. Et là commencent les interrogations. Pourquoi ce chien est immortel? Qu'est-ce qu'il fait? Qui était son maître? Et le bon chien, il va attendre devant l'église pendant des générations. Et un jour, il va craquer, il va se dire: je vais chercher mon maître, ça suffit. Et il va partir tout seul à travers l'Europe, à travers l'Europe des guerres de religion. Et donc, ça relève de l'histoire secrète. Hein. On est dans l'histoire, vous allez assister à des événements historiques, mais on a bien évidemment un événement qui relève de l'imaginaire, un chien immortel. Et pas seulement peut-être le chien, vous verrez bien. D'ailleurs, au passage, c'est un procédé littéraire qui est assez intelligent puisqu'on voit tout à hauteur d'animal et on est très intéressé par l'odeur des gens, par les autres chiens. D'ailleurs, les autres chiens ont chacun leur personnalité. Il y a des chiens qui sont un peu pénibles, d'autres qui sont très sympathiques, des femelles qui sentent bon. Voilà. On est vraiment chez les chiens. On va continuer avec l'histoire secrète avec un autre livre, cette fois Hugo Bellagamba, L'origine des victoires. C'est un livre qui est très intéressant parce que on a l'impression qu'il est fait de plusieurs histoires en réalité. Je ne sais pas si on peut appeler ça des chapitres, chaque chapitre se passe à une époque différente. 1973, 1932, 1880, 1270, 31 avant Jésus-Christ, et puis même 19 000 avant Jésus-Christ. Et donc, on a encore une fois affaire à l'histoire secrète, puisqu'on est dans un monde qui ressemble tout à fait au nôtre, avec une histoire qui se fait normalement, mais on a une société secrète. Une société secrète constituée de femmes qui se bat à travers les époques contre une sorte de démon, un dieu maléfique, l'Orvé, qui se présente le plus souvent sous la forme d'un serpent, qui prend possession des hommes et qui est une divinité maléfique que cette sororité de guerrières doit affronter et contrecarrer à travers les époques. Là, on est tout à fait dans le genre presque de la fantaisie. Hein.
Pourtant, on est dans une histoire qui est un cadre réel et respecté. L'intérêt de l'histoire secrète, il y a plusieurs intérêts, hein. D'une part, c'est de donner un cadre familier au lecteur, puisque le lecteur n'est pas perdu, il est dans notre monde, il a seulement accès à une nouvelle couche de réalité qui nous permet qui permet à l'auteur de profiter d'un certain parfum historique et aussi d'apprendre certaines choses au lecteur, tout simplement, puisqu'en lisant des livres d'histoire secrète, on se renseigne sur une époque, et c'est tout à fait plaisant, hein, d'apprendre des choses sur une histoire, sur une époque. Et puis ensuite d'aller voir à côté pour voir, mais attendez, ça s'est pas vraiment passé comme ça, et l'histoire secrète, quel lien elle a, quels aspects réels elle a, quels aspects irréels elle a. Donc on peut se cultiver tout en profitant de références connues ou inconnues, et tout en s'amusant, puisque même l'aspect fantastique peut être lié à des aspects culturels de l'époque. Par exemple, dans Demain, sans trop en dire, on a tout à fait cet intérêt pour les sciences, mais parfois aussi pour les parasciences qui animaient les savants de l'époque. À l'époque, l'alchimie, ce n'est pas considéré comme une science irréelle, c'est une science qui est étudiée sérieusement par des gens extrêmement connus et reconnus. Et donc l'auteur va utiliser cette pseudoscience qu'on considère aujourd'hui comme une pseudoscience, mais qui à l'époque a ses lettres de noblesse. Et donc là, pareil, on a affaire à une sorte de fantaisie qui est tout à fait nouvelle, puisqu'on va se servir des croyances propres à une époque pour en faire une nouvelle sorte d'imaginaire. De la même façon, hein, dans l'origine des victoires, on se sert de tout ce qui est culture, disons, féministe avant le féminisme, pour créer cette espèce de société qui affrontent leur V, puisqu'en réalité, c'est aussi une métaphore des luttes des femmes pour exister dans l'histoire. Et cette lutte des femmes pour exister dans l'histoire, elle a toujours existé, hein. Depuis l'Antiquité, où Sappho écrit des poèmes sur son genre et puis sur sa sexualité, depuis jusqu'aux suffragettes qui ont milité pour le droit de vote. Et là, on retrouve ce souffle historique, hein, ce grand courant de l'histoire qui est utilisé dans un cadre imaginaire, ce qui est extrêmement intelligent. Voilà. Alors, on va continuer avec l'histoire revisitée. Alors, qu'est-ce que j'appelle l'histoire revisitée ? On est dans des univers pour l'histoire revisitée des univers qui affirment, voilà, on est dans un lieu connu et dans une époque connue. Sauf que quand vous regardez cette époque, elle ne ressemble absolument pas à l'époque et au lieu que vous avez véritablement connu. Enfin, elle ne ressemble absolument pas, disons, il y a de grosses différences. Je vais prendre un exemple pour étayer mes propos. L'un des meilleurs romans de Pierre Pével, l'une des meilleures trilogies, Willstatt, avec son premier tome, Les Ombres de Willstatt, on a affaire à un cadre historique qui est annoncé sans ambiguïté. Là, pour le coup, pas de fantaisie pseudo-historique. On n'a pas un monde qui a été créé pour les besoins de l'auteur. On a un monde historique, mais qui connaît une variation ou des modifications qui font que ce n'est pas notre histoire réelle, mais une sorte d'histoire parallèle, souvent avec des éléments imaginaires. Dans Les Ombres de Willstatt, par exemple, on retrouve un peu la thématique de Damien Dibben, avec les guerres de religion. On est en pleine guerre de 30 ans. On est dans le Saint-Empire romain germanique, avec une cité, donc Willstatt, qui est un peu le prototype des cités franches, comme Marienbourg ou d'autres cités historiques. Et sauf que ou les cités de la Hanse, par exemple, hein, qui avaient leur propre autonomie, ou autre. Sauf que cette cité, c'est une cité franche, une cité indépendante, plus ou moins indépendante par rapport au Saint-Empire romain germanique, parce qu'elle est gardée par un dragon. Donc là, on n'est pas du tout dans l'histoire secrète, hein. Le dragon n'est pas secret, il est visible par tout le monde. Il garde la cité comme un trésor. Et dans cette société allemande, eh bien, les spadassins côtoient, les spadassins, les marchands, les taverniers, côtoient des créatures fantastiques, des créatures magiques, des satyres, des démons, des ghouls. Et l'existence de ces créatures
est un fait connu par tout le monde dans cette société. Donc on est bien dans une histoire, mais une histoire parallèle, imaginaire. L'intérêt, ça va être de faire référence à des événements historiques en leur ajoutant des éléments imaginaires qui vont leur donner une autre dimension. Là, on fait des clins d'œil aux Trois Mousquetaires, à des aventures épiques réalistes, mais quand on leur ajoute l'aspect imaginaire, on ouvre à d'autres dimensions qui vont titiller l'amateur d'imaginaire. Par exemple, les sociétés secrètes de l'époque, la Rose-Croix, par exemple, qui ont réellement existé, sont prises au sérieux par l'auteur, et la Rose-Croix va devenir une société qui, bien sûr, maléfique, qui va avoir des visées particulières, ce qui nous permet, encore une fois, de se renseigner sur ces sociétés, mais en même temps, de se réapproprier l'imaginaire occulte de cette époque. Alors, nous avons fait bon ouvrage sur la fantaisie. Alors, ouvrons notre deuxième grande partie sur la science-fiction, ou du moins les genres qui sont habituellement rattachés à la science-fiction, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les théoriciens. Hein. Je laisse chacun libre de se faire sa propre petite classification. Je fais la mienne complètement dilettante, donc je n'ai aucune prétention. Allons-y, on va commencer par le voyage dans le temps. Alors, le voyage dans le temps, c'est le fantasme de l'amateur d'imaginaire, de l'amateur de science-fiction. C'est jouer avec l'histoire. Et donc, il y a des auteurs qui ont à merveille joué avec l'histoire. Alors, le voyage dans le temps, c'est vraiment un jeu d'esprit, agréable qui nous permet en fait de nous poser plein de questions. Le plus souvent, de mettre en avant des paradoxes, notamment. Si je retourne dans le temps pour tuer mon grand-père, alors dans ce cas, est-ce que je vais continuer à exister? Ça, c'est Le Voyageur du temps de Barjavel. En tout cas, le voyage dans le temps, ça permet aussi d'explorer des époques et d'explorer des époques, mais avec la culture de notre époque à nous. C'est des gens qui se retrouvent propulsés dans une autre époque, mais on va pas perdre le lecteur en adoptant le point de vue d'une culture étrangère. On va finalement adopter une culture qui est celle de l'homme contemporain, le plus souvent. Et donc, le lecteur va être entraîné dans cette histoire, dans cette époque, avec beaucoup plus de facilité. Et puis, on peut à nouveau faire des références historiques, rencontrer des personnages connus, ce qui est enthousiasmant, et puis modifier l'histoire. Mais là, on y reviendra puisqu'on entre dans l'Uchronie. Restons dans le voyage dans le temps pour l'instant. Et je voudrais aborder plusieurs livres, des livres qui nous montrent des voyageurs temporels, mais avec une idée supplémentaire qui donne toute sa saveur à ce voyage dans le temps en particulier. Alors, on pourrait commencer avec une idée assez ancienne, puisque c'est Robert Silverberg qui l'a eu en premier, les temps parallèles. Alors, il fait partie d'un triptyque, hein, mais je ne vais parler que de celui-là, parce qu'à mon sens, c'est le meilleur. C'est un univers donc dans le futur où on a des agences de tourisme dans le temps, c'est-à-dire des agences de tourisme qui vont vous envoyer visiter des époques. Et donc, le jeune héros est un jeune historien qui est un guide temporel. Il a été embauché par une entreprise pour faire visiter, alors plus particulièrement, l'Empire byzantin et Constantinople à différentes époques. Et donc, il est en charge de groupes de touristes qu'il fait voyager dans le temps. Il les amène voir, par exemple, le sac de Constantinople. Ils doivent bien sûr ne pas se faire remarquer, respecter l'époque. Et là, on a une conception du voyage dans le temps un peu particulière, puisque tant que vous ne faites pas de dommages majeurs, le temps n'est pas modifié. Donc, vous pouvez prendre un verre dans une taverne, ce n'est pas pour autant que vous allez tuer quelqu'un ou alors modifier un événement important. Le temps est élastique et se replace de façon automatique. Donc là, on est loin de la théorie de l'effet papillon, où vous changez un détail et tout d'un coup, les Indiens gouvernent l'Europe. D'accord ? Et alors, pourtant, cet univers n'est pas sans paradoxe, puisqu'il y a certaines choses à éviter. Notamment, il faut éviter de se croiser soi-même et d'interférer avec un autre soi-même. Et c'est difficile quand on est guide temporel, puisque ce jeune homme, il fait visiter le sac de Constantinople des dizaines de fois. Donc, il y a des dizaines d'exemplaires de lui-même qui sont en même temps à Constantinople avec des dizaines de groupes de touristes différents. Donc, c'est toute une logistique pour échapper au paradoxe. Une logistique lucrative, hein, puisque le but, c'est de gagner de l'argent en amenant des touristes dans le temps.
On a même des collègues à lui qui, pendant leur jour de repos, vont s'installer dans le temps, se sont payés une petite propriété non loin de Constantinople, sous l'empereur Basile Ier ou des choses comme ça. Et ça, c'est extrêmement rigolo de s'imaginer des voyageurs dans le temps qui vivent comme ça à une autre époque, sans du coup altérer le continuum espace-temps, puisque dans cet univers, le continuum espace-temps est élastique. Donc c'est extrêmement intéressant. On a dans le même genre, hein, un voyage dans le temps, mais dirigé dans un but touristique. On a Robert Charles Wilson avec La Cité du Futur. Alors, ce n'est pas le livre le plus connu de Robert Charles Wilson, qui est un écrivain immense de science-fiction à côté de ça, mais c'est un de ceux avec lesquels je me suis le plus amusé, peut-être. Le principe est assez similaire à celui de Robert Silverberg. Mais cette fois, en fait, on le regarde du point de vue de l'homme du passé, puisqu'on est au Far West, dans l'Illinois, pour être exact, en 1872. Tout à coup, on a des hommes du futur, mais bon, en tant qu'hommes du Far West, on ne sait pas que ce sont des hommes du futur, qui s'installent, qui construisent une cité, la cité de Futurity, et qui vont proposer aux hommes de leur époque, aux hommes et aux femmes de leur époque, de venir visiter ce Far West, un peu comme un Disneyland. Sauf que les hommes du Far West sont tout à fait impressionnés par cette nouvelle cité futuriste qui vient d'arriver. Et d'ailleurs, l'entreprise qui fait ça est extrêmement bien rodée, puisqu'il propose aux gens de cette époque, du Far West, de venir visiter Futurity, la cité futuriste, de profiter d'innovation, puisqu'en réalité, on découvre que là, le voyage dans le temps, en fait, c'est un voyage dans des univers parallèles. C'est-à-dire qu'il voyage dans un univers parallèle qui est en retard par rapport à l'époque des voyageurs temporels. Ce qui permet de faire en fait n'importe quoi dans cet univers. Et ce Disneyland du futur, au bout de 5 ans, il ferme puisqu'il a causé trop de dégâts dans l'époque en question. C'est-à-dire il a répandu trop d'artefacts technologiques, il a trop influencé le cours de l'histoire. Donc même les touristes qui arrivent dans ce monde semblable à notre Far West ne vont plus le reconnaître et ne vont plus s'amuser. Donc on ferme. Et donc l'histoire nous est racontée du point de vue de Jesse Cullum, qui est donc un employé de Futurity, mais un homme de cette époque, donc qui voit avec stupéfaction toutes les innovations technologiques apportées à son époque. Et on a encore ce jeu de voir une époque du passé bouleversée par une intervention de personnes qui ressemblent plus à des personnes de notre époque. Dans le même genre, et ça sera la seule bande dessinée que je vais présenter, parce qu'elle est extrêmement drôle et qu'il faut absolument l'avoir lue si on aime le voyage dans le temps, c'est Time is Money. Et là, il voyage dans le temps pour de l'argent. Alors, c'est d'un auteur, un auteur excellent, hein, c'est Fred, et au dessin, on a Alexis. Alors, il me semble qu'ils ont fait le scénario ensemble. Mais l'objectif, on est au 19e siècle ou au début 20e siècle, on a un professeur fou qui décide de voyager dans le temps, mais pas pour rien, pour gagner de l'argent. Donc, il a toutes sortes de stratégies pour gagner de l'argent. Il va envoyer son homme de main, un espèce de bon à rien, pour persuader Léonard de Vinci de dessiner une nouvelle Joconde, pour ensuite la vendre au présent et se devenir riche. Ou alors, il va aller faire du trafic d'armes en vendant des mitrailleuses à Attila. Donc, que des bonnes idées, comme vous pouvez le voir. C'est extrêmement drôle. Et puis, ça aborde surtout des thématiques qui sont absolument pas courantes dans le voyage dans le temps, puisque, en fait, aussi incroyable que cela puisse vous paraître, dans la plupart des ouvrages qui abordent le voyage dans le temps, le voyageur du temps, il est animé par des idéaux nobles. Hein. C'est un scientifique qui travaille pour l'amour de l'art, ou alors c'est un patrouilleur temporel qui va empêcher les vilains Jojo de modifier le continuum espace-temps. Non, là, on travaille pour le fric. Et ça change, ça fait du bien. Et on joue avec les références historiques, parce que là, du coup, on n'a pas affaire à un passé qui est tout à fait dans les clous. Hein. On découvre que Attila est végétarien ou tout ce genre de choses. Et ça permet de jouer aussi avec les références du lecteur, ce qui est extrêmement drôle et novateur pour son époque, alors que, en fait, ça c'est très ancien, mais même aujourd'hui, je trouve ça novateur. J'aurais pu citer beaucoup d'autres ouvrages autour du voyage dans le temps, mais on va passer à autre chose. Je vous propose d'entrer cette fois de plein pied dans l'Uchronie. L'Uchronie, eh bien finalement, hein, c'est le voyage dans le temps peut créer l'Uchronie, puisque si on modifie un événement dans le passé, l'histoire va prendre une autre direction.
un des exemples les plus classiques, c'est je retourne dans le passé pour tuer Hitler. Eh bien, le continuum espace-temps va prendre une autre direction, s'éloigner de notre réalité, et on va se retrouver avec un monde qui est complètement différent. L'Uchronie n'est pas forcément la résultante d'un voyage dans le temps. Hein. Ça peut être l'auteur qui décide que tel événement s'est passé autrement, et donc, hop, on a un monde différent. L'Uchronie, d'ailleurs, ne se passe pas forcément juste après la modification temporelle. Hein. Ça peut être une histoire qui se déroule des siècles après la modification temporelle. Alors, il y a énormément d'Uchronies, donc je ne vais pas pouvoir parler de toutes les Uchronies. Je vais prendre seulement deux exemples. Un exemple, disons, historique qui concerne une Uchronie assez courante, à savoir les sudistes ont gagné la guerre de sécession. C'est Autant en emporte le temps de Ward Moore, qui est un peu un classique du genre, où on a alors quand même son originalité, c'est qu'on va commencer par découvrir l'univers uchronique avant de revenir dans notre univers. Puisque le narrateur est un historien qui vit dans un monde où le Sud esclavagiste, donc la Confédération, a gagné la guerre de sécession, et le Nord, les États du Nord forment une sorte d'État du tiers-monde sous domination économique du Sud, où l'esclavage existe encore, où on a en 1938 encore toutes les inégalités raciales qu'on connaît au XIXe siècle aux États-Unis. Et donc le narrateur, c'est un historien qui va découvrir, on découvre le monde à travers ses yeux, ce qui est déjà intéressant, mais en plus, il va découvrir le moyen de revenir dans le temps pour étudier le passé, sauf que eh bien, alors, on va mettre une grosse balise spoil, parce qu'en fait, je spoil comme c'est pas permis. Attention, message. Cette présentation va spoiler des parties de l'intrigue. Donc, vous pouvez sauter cette présentation, si vous le souhaitez. Hein. Donc, autant n'emporte le temps, l'historien va finir par revenir dans le temps pour assister à la bataille de Gettysburg, et par sa seule présence, juste parce qu'il est là, il va modifier la trajectoire d'un groupe de soldats, et l'histoire prend un autre cours, et c'est notre monde, en fait, qui est la résultante d'un voyage dans le temps, ce qui est assez inhabituel. D'habitude, c'est le monde uchronique qui résulte d'un voyage dans le temps. Et donc, voilà, c'est un bon exemple d'Uchronie. C'est une façon de jouer avec l'histoire. Et c'est aussi très intéressant d'un point de vue historique, puisqu'on a tendance à considérer l'histoire comme un processus téléologique, c'est-à-dire un processus inéluctable, avec des événements qui s'enchaînent, des décisions qui sont prises qui n'auraient pas pu être différentes. Il y a un point de vue autre, hein, si on prend en considération la liberté humaine, la liberté de choix, la liberté de conscience, la liberté de penser qu'a l'individu humain. On peut estimer qu'il ne serait pas incroyable que des dirigeants ou même de simples humains aient pris des décisions différentes à un moment donné de l'histoire et ainsi tracer une histoire complètement différente. Donc l'Uchronie, oui, c'est un jeu d'esprit, c'est avant tout une œuvre d'imagination, mais c'est aussi un pari, une sorte de revendication de la place de l'homme dans l'histoire. L'homme n'est pas qu'un jouet, c'est aussi un être agissant, c'est un acteur. Et voilà, donc il y a deux points de vue. Hein, certains déterministes vous diront que l'homme est complètement déterminé et que même quand vous faites un choix, vous êtes en réalité le sujet, vous subissez la domination de vos déterminations sociales, génétiques, psychologiques. Vous n'agissez qu'en réaction de votre matière et puis de votre passé. D'accord ? Et puis, on peut penser que l'homme choisit son existence, fait des choix, et c'est le pari en fait, de tous ceux qui font de l'Uchronie. En tout cas, c'est le jeu intellectuel. On peut être déterministe et s'amuser à faire des uchronies. C'est aussi une façon de questionner l'histoire et de remettre en cause, de remettre du moins en question le travail de l'historien et puis son recul par rapport à son sujet, ce qui est pas si mal. Allez, une uchronie plus récente, Sovok, de Cédric Ferrand. Sovok, c'est extrêmement amusant comme ouvrage. On est dans une URSS qui existe toujours. D'ailleurs, je ne me souviens plus si on donne une date exacte, mais on est soit dans le futur ou dans
dans une époque contemporaine de la nôtre, mais dans un monde où l'URSS existe toujours. Et alors une URSS en pleine déliquescence, et on voit cette histoire depuis les yeux d'un groupe d'ambulanciers, donc des gens qui sont chargés la nuit de sillonner Moscou à bord d'une ambulance, d'un TACO d'ailleurs, hein, une ambulance hors d'âge qui ne marche plus, qui menace de les envoyer dans le fossé toutes les 2 minutes. D'ailleurs, cette ambulance est volante, ce qui montre qu'on est dans un univers complètement parallèle, puisqu'on est complètement en retard sur énormément d'aspects technologiques. Hein. On ressent bien cette URSS en perdition totale, mais en même temps, on a des ambulances volantes. Et, eh bien, la préoccupation de ces 3 personnes, c'est avant tout de gagner leur vie, de faire le plus d'interventions possible pour remplir un quota au service d'un patron horrible qui souhaite seulement gagner de l'argent sur son entreprise d'ambulancier. Donc une atmosphère délicieuse parce qu'on renoue avec cette ambiance. Alors je ne sais pas si on peut être nostalgique de cette ambiance parce que c'est une époque, un peu une triste époque pour la Russie en quelque sorte, hein, même si comme dans toute époque historique, on trouvera des avantages et des inconvénients, mais on retrouve une sorte de nostalgie d'une époque perdue, mais remise au goût du jour de façon burlesque, et on ne peut que faire le parallèle avec des situations réelles. Donc, si on connaît la Russie de cette époque, de la paperasserie, de la dictature communiste en URSS, de ce semblant de solidarité qu'a créé ce régime qui en fait aboutissait parfois au contraire par de l'oppression et une absence de solidarité. On a même un personnage qui est juif et qui vient d'un État qui, dans ce monde, est un État créé par l'URSS pour enfermer tous les juifs dans un unique État. Ce qui est intéressant, c'est que dans la réalité, les juifs n'ont pas été seulement déportés dans ce Birobidjistan, dans ce pays imaginaire, mais enfin dans ce pays qui n'a pas existé, mais ont le plus souvent été victimes tout simplement de maltraitance et de massacres généralisés parfois, hein, où ont été enfermés dans les camps ou traités d'ennemis du peuple. Donc, l'Uchronie n'est pas aussi qu'un jeu de l'esprit, c'est aussi une façon de rappeler certains aspects de l'histoire réelle et de s'intéresser à ces pages de l'histoire réelle. Ce n'est pas parce qu'on joue avec un sujet sérieux qu'il ne faut pas le prendre au sérieux, justement. Et qu'il ne faut pas avoir du respect pour certaines problématiques. Alors, j'en parle justement parce que je vais vous parler du coup d'un livre que j'ai écrit moi. Dans l'Empire électrique, qui fera le lien avec ma prochaine partie, qui va concerner le steampunk, j'aborde des sujets qui sont sérieux, mais je les aborde avec respect, mais dans un monde qui est parallèle. Alors, il faut savoir, par exemple, que sur des chaînes comme Arte, on ne trouve jamais mention de l'Uchronie. Parce que chez les Allemands, enfin, je ne vais pas généraliser, chez certains décideurs allemands, l'Uchronie ressemble au négationnisme, puisqu'on invente une histoire parallèle. Et donc, la peur de beaucoup de gouvernements allemands, ça a été la négation des pires crimes de notre histoire, comme par exemple les crimes nazis. D'accord ? C'est pour cette raison que Arte ne parle jamais d'Uchronie, parce que pour certains décideurs allemands, c'est très proche du négationnisme. Et en fait, je m'oppose tout à fait à cette idée, puisque ce n'est pas parce que vous allez créer un monde qui est différent que vous ne pouvez pas respecter justement l'histoire réelle. Je m'explique. Dans l'Empire électrique, alors là, je vais rapidement vous résumer l'univers. On est dans un monde où Napoléon a gagné ses guerres, et donc à la fin du 19e siècle, l'Empire napoléonien règne sur l'Europe. On a ainsi des membres de la famille de Bonaparte qui sont sur tous les trônes d'Europe, et cet empire napoléonien utilise des sciences électriques complètement très, très novatrices, qui sont extrêmement plus développées qu'à notre époque, à notre propre époque à nous. D'ailleurs, c'est une électricité qui relève du merveilleux scientifique, j'y reviendrai quand je parlerai quand je parlerai du steampunk. Mais quoi qu'il en soit, on a affaire à un empire qui gouverne une partie du monde, un empire qui est une dictature, et
c'est une série de textes qui met en scène plusieurs héros. Dans le troisième texte, qui s'appelle Les Masques du Bayou, je mets en scène un Zorro alternatif. Donc un Zorro qui a une armure électrique, qui saute sur les toits, qui foudroie ses adversaires, qui vit dans un royaume de Louisiane qui n'existe pas dans notre monde. J'imagine que les rois de France ont fui en fait en Louisiane et ont créé leur petit royaume alors que Napoléon s'installait en Europe. Et donc dans ce royaume de Louisiane, eh bien l'esclavage est une réalité. Et donc je parle de l'esclavage dans ce monde imaginaire, mais il faut bien sûr lire une évocation de la situation réelle des États-Unis à cette époque où l'esclavage est aussi une réalité. Donc, quand je mets en scène des sudistes, puisque dans mon univers, la Confédération sudiste est toujours en guerre dans les années 1880 avec les États du Nord et est en passe de gagner puisqu'elle profite de l'aide technologique de l'Empire napoléonien qui lui fournit des machines électriques. D'accord ? Et donc, quand on voit des sudistes qui sont d'ailleurs guidés par l'horrible colonel Tom Sawyer, un garçon qui a très mal tourné, eh bien, on assiste à des exactions qui ne sont en fait que le reflet des exactions de notre monde. Donc, ce n'est pas parce qu'on parle d'un monde différent qu'on n'est pas en train de dénoncer ou alors de parler, d'évoquer, de ne pas respecter des événements qui se sont réellement produits dans notre propre univers. C'est d'ailleurs l'occasion parfois de les dénoncer complètement. Je vais parler par exemple d'un livre qui est très bon, qui est Fatherland de Robert Harris, où justement on a le cas d'un monde où les nazis ont gagné la guerre. On est à Berlin en 1964 et le héros c'est un commissaire de la Kriminalpolizei qui vit dans une immense ville, Germania. Alors c'est en fait Hitler a réussi au-delà de ses rêves les plus fous. Il a construit une capitale immense avec des bâtiments titanesques. Il a enterré tous les crimes du nazisme sous le tapis et on a une société raciste qui est fière de son héritage arien et de son impérialisme. Et dans ce roman, Robert Harris, il arrive à nous parler de la Shoah de façon très intelligente, puisque le héros, qui est un commissaire de la Kriminalpolizei, il enquête sur des crimes contre des hauts dignitaires nazis. Et en fait, derrière cette affaire se cache le génocide des juifs, des tziganes, des personnes homosexuelles et des personnes handicapées, ce gigantesque génocide qui a fait des millions de morts. Et en réalité, le commissaire de la Kriminalpolizei va se rendre compte au fur et à mesure de son enquête que sa société tout entière est bâtie sur un meurtre de masse. Et Robert Harris met au centre de l'histoire un événement historique de notre réalité, qui s'est également passé dans cette réalité, sans l'ignorer et sans trahir notre propre histoire, alors qu'il est dans une histoire parallèle. Et ça, c'est incroyablement intelligent. Pour terminer avec l'Uchronie, si vous souhaitez en savoir plus, je vous conseille le guide de l'Uchronie de Bertrand Campéis et Karine Goblood, qui est très bien parce que voilà, ils font une liste d'Uchronies dont certaines sont tout à fait intéressantes. J'ai moi-même des dizaines de titres en tête à vous proposer, mais je pense que ça fera l'objet d'une autre conférence, puisque j'ai déjà pris beaucoup de temps. Alors, passons à notre dernière partie sur le steampunk. Alors, le steampunk est un objet très difficile à définir. D'ailleurs, il y a des conférences entières que j'ai passées et que d'autres auteurs ou spécialistes ont passé à essayer de définir le steampunk. Donc, on va essayer de faire ça simplement. En tout cas, à mon sens, le steampunk, c'est un peu d'Uchronie quand même. C'est-à-dire on revient sur une histoire qui s'est déroulée autrement. Mais on n'a pas que ça, on a une esthétique. Une esthétique qui est bien souvent liée à l'époque victorienne, c'est-à-dire la fin du 19e siècle en Angleterre, et à une technologie, la vapeur. Steam, la vapeur, et punk, on met le désordre dans tout ça, on rebat les cartes, on fait n'importe quoi avec l'histoire. L'intérêt du steampunk réside bien sûr dans sa relecture de l'histoire, mais pas seulement. Le steampunk, ce n'est pas seulement une uchronie, c'est aussi tout un jeu de référence, puisque dans le steampunk, on va faire référence à des œuvres souvent situées au 19e siècle ou au 20e siècle. Alors, je vais prendre un exemple, celui le plus proche de moi, c'est mes propres ouvrages.
mais je pourrais vous en citer bien d'autres, et on verra ensuite. Dans l'Empire électrique, dont je vous ai déjà parlé, vous avez un monde donc, qui ressemble à notre 19e siècle, mais on a Napoléon qui a conquis l'Europe, le premier Napoléon, et donc ses descendants sont toujours à la tête de l'Europe à la fin du 19e siècle. Mais à mon sens, l'intérêt de l'Empire électrique, qui comporte en réalité 6 histoires, c'est que chacune de ces histoires concerne un personnage que vous connaissez. Et ça, on est en plein dans le steampunk, c'est-à-dire qu'on va réutiliser une figure littéraire ou une figure de la culture populaire que tout le monde connaît ou presque, qu'on va s'approprier et on va en faire autre chose. Dans l'Empire électrique, j'imagine que ces personnages ont été affectés par l'histoire. La grande histoire avec un grand H a été modifiée et donc eux-mêmes, les personnages de ce livre, ont connu une autre existence. Par exemple, ma première histoire, c'est sur Sherlock Holmes. Sherlock Holmes a été un résistant à l'occupation française de l'Angleterre. Donc, l'empereur n'a pas aimé ça du tout. Il l'a envoyé au bagne. Et au début de la première histoire, on demande à Sherlock Holmes d'enquêter sur un mystérieux résistant qui échappe à la police française. Et il n'y a que Sherlock Holmes, bien sûr, pour avoir les talents pour se lancer à sa poursuite. Et alors, le Zorro, j'en ai déjà parlé. J'ai un autre Zorro, un Zorro qui a connu une existence différente, qui vit dans une Californie indépendante et qui va devenir ambassadeur dans le royaume de Louisiane indépendant, sur lequel règnent les rois de France qui ont dû partir du continent européen puisqu'ils ont été détrônés et remplacés par les descendants de Napoléon. Ensuite, j'utilise par exemple Frankenstein, le docteur Frankenstein, Frankenstein, le savant, qui, dans mon univers, est un savant reconnu. Donc, il a inventé la médecine électrique, qui est une médecine qui, à coup d'éclair, vous permet de retrouver jeunesse et vitalité. Et son descendant, qui est le médecin personnel de l'empereur Napoléon II, va se rendre compte qu'il ne sait pas tout sur cette science. Et un jour, la police vient le chercher, puisqu'on a découvert un homme qui est vivant alors qu'il devrait être mort. Et ça va lui causer quelques ennuis. Il va se retrouver pourchassé par la police, obligé d'enquêter sur la science de son oncle. Autre exemple, Gavroche, dans notre univers, dans l'univers de Victor Hugo du moins, Gavroche est mort sur les barricades, enfant. Dans mon univers, Gavroche n'est pas mort. C'est Marius de Pontmercy, le beau gosse des Misérables, qui est mort à sa place. Et Gavroche a épousé Cosette à sa place. C'est plutôt pas mal. Sauf que, comme c'est un révolutionnaire, il a été capturé par les hommes de Napoléon, enfin des Bonaparte, et il a été envoyé en Australie, qui est devenu le bagne des Français. Puisque dans notre univers, c'est les Anglais qui utilisaient l'Australie comme bagne. Dans cet univers de l'Empire électrique, c'est la France qui utilise l'Australie comme un bagne. Et il se retrouve emprisonné au fin fond de la Terre dans un bagne souterrain dirigé par une intelligence artificielle. J'aborde aussi d'autres figures comme Arsène Lupin ou le capitaine Nemo. À chaque fois, l'objectif, c'est de montrer ce qu'est devenu ce personnage dans un contexte historique qui est différent. Mais il n'y a pas que le contexte historique qui est différent. Et là, c'est encore une caractéristique du steampunk. La technologie en elle-même est différente de celle de notre monde. D'accord ? Le steampunk utilise bien souvent le merveilleux scientifique. C'est quoi le merveilleux scientifique ? C'est partir du principe que les lois physiques, chimiques et autres d'un univers ne sont pas les mêmes que nos lois physiques et chimiques. Souvent, c'est se replonger dans la tête des gens de cette époque qui s'imaginaient que le monde fonctionnait de façon différente. Le meilleur exemple, c'est Jules Verne. Jules Verne qui imagine des machines complètement futuristes pour son époque, en expliquant parfois leur fonctionnement avec des principes qui en réalité ne fonctionneraient pas du tout. L'exemple que j'utilise à chaque fois, c'est le Nautilus, qui fonctionne parce que son moteur pompe le sodium dans l'eau pour faire de l'électricité. Ça ne fonctionne pas du tout en réalité. Mais Jules Verne se dit, c'est une hypothèse à tenter. De toute façon, à mon époque, on ne sait pas comment ça fonctionne. Eh bien, ça fonctionne comme ça chez moi. L'écrivain de steampunk, il fait pareil, il reprend certaines idées en fait, des auteurs de l'époque, ou même d'autres idées, et chez lui, la technologie fonctionne différemment. Alors chez moi, par exemple, l'électricité n'est pas notre électricité. Comme dirait le capitaine Nemo, votre électricité n'est pas la mienne, et c'est là tout ce que vous me permettrez d'en dire. Et l'électricité, elle sert un peu à tout et n'importe quoi dans mon univers. On sait d'ailleurs, elle est produite de façon un peu mystérieuse avec des bobines de Tesla
savez, ces grosses bobines qui envoient de l'électricité partout. Eh bien, mon objectif, en mettant en scène ces bobines de Tesla qui semblent produire de l'électricité, je n'explique pas avec précision comment fonctionne la production d'électricité, mais c'était d'en mettre plein la vue au lecteur, parce que le steampunk, c'est aussi ça, c'est le grand spectacle. Et donc, dans cet univers où l'électricité jaillit de partout et permet d'alimenter toutes les machines, on a des éclairs qui vibrent, qui vibrionnent, qui vrombissent, qui bourdonnent, qui émettent différents sons, différentes lumières. On a du rouge, du bleu, du violet. Ça permet de faire un festival de couleurs et de sons qui n'existe pas dans le steampunk classique. Et le steampunk classique, c'est la vapeur. Donc souvent, on a un ciel noir couvert de nuages, une atmosphère terne. J'ai la prétention d'avoir inventé le voltapunk, c'est-à-dire un univers où c'est l'électricité qui est l'énergie dominante, l'énergie magique. Après tout, on appelait l'électricité la fée électricité. On a fait l'imaginaire collectif, on a fait pratiquement une bonne marraine toute puissante qui permet les innovations de l'époque moderne. L'intérêt du steampunk aussi, c'est de critiquer, la vision téléologique des auteurs, justement comme Jules Verne. Finalement, on pourrait dire que les auteurs steampunk, ce sont des Jules Verne pessimistes qui sont venus après la bataille et qui se rendent bien compte de ce qui est advenu de notre monde. Bien souvent, l'univers steampunk, c'est un univers qui est sombre. C'est le cas d'ailleurs dans mon univers, puisque l'empire napoléonien que je décris, c'est une dictature qui ne laisse pas de place aux libertés individuelles et qui utilise la technologie contre ses citoyens au lieu de l'utiliser pour le bien commun. Donc on a des disparités sociales. On a des ouvriers qui meurent de faim et qui creusent et qui travaillent dans les mines, comme dans Germinal. D'ailleurs, j'utilise Étienne Lantier. On a un État qui espionne ses citoyens. Et donc, dans L'Homme électrique, qui est là, eh bien, j'ai imaginé un personnage. Alors, on est toujours dans le genre du steampunk, donc on a toujours ces références. Vous allez croiser beaucoup de personnages de la littérature classique, comme Arsène Lupin, Dracula ou d'autres, mais autour d'un personnage qui est neuf, enfin qui est nouveau, je dirais, c'est le valet. Et le valet, pour moi, quand je l'ai créé, il représente un peu tout ce que tout l'objectif du steampunk, tout l'intérêt du steampunk dans son rapport à l'histoire et à l'évolution des sociétés humaines. Le valet, c'est un bijou de technologie. C'est un androïde qui peut vous ouvrir le crâne et se greffer à votre cerveau. C'est un androïde qui peut copier vos souvenirs, s'approprier votre personnalité pour acquérir des informations. C'est un androïde qui peut vous arracher le visage, le plaquer sur son propre visage de métal, se faire passer pour vous et s'infiltrer dans n'importe quel réseau de résistants ou même dans les gouvernements de pays étrangers. Donc c'est l'espion idéal. C'est le bijou technologique de ce monde. Et bien sûr, on va découvrir que l'homme électrique n'est pas utilisé pour le bien commun. D'ailleurs, lui-même va le découvrir petit à petit, puisque j'ai voulu aussi aborder un sujet qui est parfois présent dans le steampunk, mais qui concerne aussi surtout des œuvres classiques comme Frankenstein, celui de la création d'une pseudo-humanité. Donc là, on a un être qui est créé de toutes pièces, mais qui va se poser des questions humaines. D'où est-ce que je viens? Pourquoi est-ce que je fais ça? Qui est-ce que je sers? Qui je suis réellement? Je pense, qu'est-ce que ça fait de moi? Quelle responsabilité j'ai à partir du moment où je suis conscient de ce que je fais? Et quelles sont l'importance de mes choix sur ce que je suis? Et ces questionnements humains, ils sont universels, on les retrouve beaucoup dans le steampunk, mais énormément aussi dans la littérature classique. Donc ça, c'était mon souci principal quand j'ai écrit L'Homme électrique, qui se situe dans le même monde que l'Empire électrique. C'est-à-dire, vous pouvez lire l'un ou l'autre, indépendamment, commencer par l'un, ensuite voir l'autre. Vous allez voir qu'il y a des liens et des personnages qu'on retrouve, mais il n'est pas nécessaire d'avoir lu l'un pour apprécier l'autre. Pour terminer sur le steampunk, je pourrais citer énormément de titres. Je préfère vous faire référence à un guide. Le guide du steampunk par Étienne Barillet et Arthur Morgan, qui vont vous donner plein de titres d'ouvrages extrêmement intéressants, tant anglophones que francophones.
Et puis, si la possibilité m'en est donnée, je ferai une conférence sur le steampunk, comme j'en ai déjà fait beaucoup. Je vous conseille aussi Steampunk d'Étienne Barillet, qui connaît une réédition augmentée avec le concours de Raphaël Colson. Donc vous pouvez vous procurer cet ouvrage qui est tout bonnement excellent et qui retrace l'histoire du steampunk, d'où vient le steampunk à l'origine. C'était trois étudiants qui ont essayé de mélanger plein de choses et ça a fonctionné. Mais je vous laisse aller voir ça dans ce livre. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin. Je vous remercie de m'avoir écouté si longtemps, de m'avoir écouté parler fantasy, histoire, et science-fiction, et uchronie, et steampunk, et beaucoup d'autres choses. Encore une fois, c'est ma petite classification à moi. Hein. Je n'ai absolument aucune prétention. On peut en avoir d'autres classifications. De même, c'était mes exemples à moi. Il y a d'excellents livres que j'ai oubliés et dont j'aurai l'occasion de parler dans d'autres circonstances. Voilà, je vous remercie. Non. Alors pourquoi non? Je ne considère pas que je suis un excellent historien. J'aime l'histoire, je comprends l'histoire, j'essaye de m'intéresser à ce qui fait une période donnée, ce qui fait la culture et la façon de penser des gens dans une période donnée. Mais si on devait être un spécialiste absolu d'une période pour en faire une uchronie, on n'écrirait jamais. D'accord? Il y aura toujours, il faut accepter pour un écrivain de faire des erreurs et d'avoir une part d'approximation. C'est d'ailleurs pourquoi beaucoup d'écrivains, comme je l'ai dit, utilisent pour la fantaisie pseudo-historique un monde à part. Comme ça, ils peuvent faire des erreurs, mais ce n'est pas grave, c'est leur monde. Donc, il y a des différences entre l'histoire réelle et le monde de fantaisie qu'ils ont inventé. Dans le cas de la prêtresse esclave, par exemple, c'est vrai que je voulais coller au monde mésopotamien, mais en réalité, je suis aussi influencé par le monde grec et la mythologie grecque. Donc, je ne m'interdis pas de modifier quelque peu le monde mésopotamien pour transformer mon univers. La prêtresse esclave, elle va d'ailleurs se retrouver face à des personnes qui ne sont pas de culture mésopotamienne et qui ressemblent plus à des chasseurs-cueilleurs de l'époque paléolithique. Et ma prêtresse esclave, elle est également influencée par Conan le Barbare et par des fantaisies qui sont beaucoup plus high fantasy, qui sont beaucoup plus hautes en couleurs et beaucoup moins respectueuses de l'histoire. Et c'est pas grave, parce que je pense que l'essentiel, c'est de créer une bonne histoire. Et si l'histoire peut vous aider, l'histoire avec un grand H peut vous aider à créer une bonne aventure, mais c'est super. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un intérêt dans une époque donnée. J'ai utilisé la Mésopotamie parce que la Mésopotamie, comme je l'ai dit pendant la conférence, c'est une époque particulière, avec une façon de penser particulière, avec une organisation de société particulière, avec un imaginaire particulier, et qui permet, avec ces ingrédients, de produire une histoire qui aura une saveur particulière. Et c'est ça l'intérêt. Après, si on fait du roman historique, effectivement, on peut essayer de gagner en exactitude, mais là encore, je pense que ce sera la saveur qui sera le plus important aux yeux du lecteur, avoir une bonne histoire. Alors, j'ai envie de dire que quand on est heureux, il n'y a pas d'histoire. C'est-à-dire qu'un monde parfait, c'est très intéressant, un monde parfait, mais c'est très intéressant à vivre. Ce n'est pas très intéressant à lire. En fait, on a beaucoup plus d'histoires à raconter dans un monde qui est imparfait, voire même dans un monde qui est horriblement imparfait. C'est pour ça que la dystopie ou la contre-utopie est plus intéressante que l'utopie. L'utopie, je pense, est pour les militants, pour les personnes qui ne doutent pas, qui sont persuadées de savoir où est le bien. La personne qui doute, et donc l'écrivain, je pense que l'écrivain, une des qualités qu'il faut avoir quand on est écrivain, c'est de douter. Douter de soi-même, de douter de ce qui nous entoure, de ne pas avoir de certitude, de se poser sans cesse des questions. En tout cas, c'est mon cas. L'utopie, c'est la vision de quelqu'un qui ne doute pas, qui sait dire ce qui est bien, ce qui est mal, ce qu'il faut faire. La contre-utopie, en revanche, c'est beaucoup plus facile parce que c'est présenter une société qui se veut utopique et qui va créer en réalité un monde qui ne sera pas facile à vivre, voire même affreux. D'accord ? Et la dystopie, eh bien, là, c'est le but avéré des dirigeants de la dystopie, c'est souvent de contrôler la population, de l'exploiter. Donc, c'est un but qui, dès le départ, est mauvais. Et force est de constater que dans notre monde, on est plus souvent face à la dystopie ou à la contre-utopie
que face à l'utopie. Donc, parler de l'utopie, c'est parler d'un monde qui n'existe pas. Alors que parler de la dystopie ou de la contre-utopie, c'est parler d'un monde qui existe. Alors, on peut prendre des exemples réels et faciles d'ailleurs. La Chine, aujourd'hui, est très proche de la dystopie. On est dans un monde en Chine où vous avez une notation sociale, où les citoyens sont notés en fonction de leurs actions, ce qu'ils disent sur Internet, ce qu'ils font, s'ils conduisent bien ou pas, si ils fréquentent les bonnes personnes, leur notation sociale va évaluer, et en fonction de cette notation sociale, vous aurez accès à des formations universitaires ou pas, vous serez privilégié pour certaines embauches ou pas, vous aurez le droit d'aller dans certaines zones ou pas, vous aurez le droit d'aller à l'étranger ou pas. Là, on est en pleine dystopie. Alors, de notre point de vue, c'est de la dystopie. Du point de vue des Chinois, c'est plutôt la contre-utopie, puisque le gouvernement chinois dit qu'il œuvre pour l'harmonie. Hein. Il n'a pas un discours en disant on est le mal absolu, on veut faire du mal aux citoyens. Non, eux, leur discours, c'est de dire on veut l'harmonie entre tout le monde. Donc, si on n'a pas le droit d'exprimer des désaccords, c'est pour ne pas troubler cette harmonie. Donc là, on est dans la contre-utopie pour le coup. Et c'est une contre-utopie ou une dystopie de notre point de vue qui est réelle. Si on va plus loin, notre propre société peut être vue comme une contre-utopie. On est dans un monde où les libertés sont beaucoup plus grandes que nulle part ailleurs dans le monde. On est dans un monde où on peut choisir nos dirigeants, voter, s'exprimer librement, mais ces caractéristiques même, si elles sont poussées à leur paroxysme, eh bien, vont nous plonger dans un monde cauchemardesque. Ou alors, si on en fait n'importe quoi, hein, il y a énormément d'ouvrages qui sont qui partent du postulat qu'on prend notre monde avec ses caractéristiques et qu'on les pousse à l'extrême. Certes, l'homme et la femme dans notre monde sont libres, mais ça ne les empêche pas de voter pour des personnes qui vont faire des mauvais choix, ou alors d'utiliser des outils qui ne vont pas respecter le droit à leur intimité, comme les réseaux sociaux et autres. Ça, c'est des choix que l'humain fait en pleine conscience et qui nous conduisent vers des mondes qui ne sont pas idéaux, loin de là. Donc, quand les choses se passent mal, on a beaucoup plus de choses à raconter, et puis on a beaucoup plus l'impression de se regarder dans un miroir. Et à mon sens, le but de l'imaginaire, c'est aussi ça, hein, de regarder la réalité en face, de façon un peu paradoxale. L'imaginaire nous permet de poser un regard critique sur notre réalité. Il y a beaucoup d'intérêt à écrire une histoire parallèle. Alors, d'abord, il y a le jeu purement intellectuel. Le jeu de se dire qu'est-ce qui se serait passé. Ce jeu, ça peut être une façon pour l'auteur de manipuler des petites figurines en faisant pam pam boum boum, hein, clairement. Hein. Par exemple, il y a un super livre, c'est Alexandre le Grand et les Aigles de Rome, de Negrete, qui est paru aux éditions La Talente, qui met en scène un Alexandre le Grand qui ne serait pas mort à Babylone et qui ensuite retourne son armée contre l'Empire romain. Bon, le match armée d'Alexandre contre République romaine, hein, tout le monde veut le voir. Enfin, tous ceux qui, en tout cas, adorent cette époque, adorent la poliorcétique, les armées antiques, on a envie de voir le match. Hein. Donc, la plupart du temps, c'est le cas. Moi-même, dans l'Empire électrique, je fais rejouer des matchs qu'on a envie de voir. On a envie de voir Zorro dans le Bayou. Hein, on a envie de voir des sous-marins conduits par des évêques parce que l'Église est devenue une puissance indépendante, par exemple, avec ses propres sous-marins à la Nautilus. On a envie de voir Frankenstein en train d'essayer de soigner des gens à coups d'éclairs parce que c'est chouette. D'accord ? Bon, l'intérêt aussi de l'histoire parallèle, c'est aussi de parler de notre histoire. Mais ça, je l'ai déjà dit. C'est-à-dire qu'on va intégrer à l'histoire parallèle des éléments qui sont directement issus de notre histoire ou qui, au contraire, vont à contrario de l'histoire pour dire quelque chose sur notre réalité. Je vais prendre un autre exemple. Le dernier dimanche de Monsieur le chancelier Hitler de Jean-Pierre Andrevon est très bon parce qu'il met en scène un Hitler dans une réalité où l'Allemagne nazie a fait la guerre contre l'URSS, mais pas contre les pays occidentaux, d'accord ? Contre la France, l'Angleterre ou les États-Unis. Donc Hitler, qui a perdu contre l'URSS, se retrouve réfugié politique aux États-Unis et il est invité dans des talk shows. Alors là, avec son grand uniforme de nazi, hein, il déroule ses idées politiques, il croit toujours dans la victoire de la race aryenne, et il est raciste convaincu, impérialiste, il pense qu'il va revenir.
Et en fait, le système médiatique américain lui offre un boulevard parce qu'il il peut s'exprimer sur les plateaux sans censure. C'est Hitler. Hein. Et donc, on remet en perspective à la fois l'histoire. Hein. Est-ce que Hitler, s'il n'avait pas agi en Europe, on aurait le même regard sur lui? Est-ce qu'on serait capable d'être aussi critique? Puisque même aujourd'hui, il y a des drames qui se jouent, des drames historiques, y compris aujourd'hui, en 2020, des génocides, des massacres, des guerres. Et ces événements historiques d'importance, on ne porte pas le même regard que certains historiques du passé qui nous concernent directement. Et là, du coup, on nous questionne. Est-ce que si Hitler n'avait pas fait la guerre contre la France, est-ce que la France aurait accueilli Hitler pour faire des talk shows? Hein, c'est une bonne question. Donc, l'Uchronie, au contraire, ça peut être un regard féroce, un regard critique contre notre réalité. Ou au contraire, un regard appréciateur. Hein. C'est une façon de passer un message. Voilà. Et puis, je l'ai dit, hein, l'Uchronie, c'est une question philosophique. C'est la question de la liberté de l'homme. Quelle place a l'homme dans l'histoire? Est-ce que l'homme est capable, par ses décisions, d'infléchir l'histoire? Si on était déterministe, on peut penser que non. Mais si on croit dans la capacité de choix humain, dans l'existentialisme, c'est-à-dire, ça c'est Sartre, hein, l'existentialisme, c'est est-ce que quand je nais, une fois né, dès ma naissance, je suis moi, je suis déjà tout ce que je serai. C'est-à-dire le bébé que je suis est déterminé à être l'adulte que je serai et à prendre les décisions que je vais prendre parce que je suis déterminé par ma génétique, par mon passé, par ma famille, par mes relations sociales à prendre ces décisions. Ou est-ce que je suis existentialiste? Et je pense que l'individu peut effectivement être déterminé par des déterminants, mais il peut aussi avoir conscience de ces déterminants et prendre d'autres décisions en toute connaissance de cause. Et si on part sur cette deuxième hypothèse, alors dans ce cas, l'homme est libre. Et dans ce cas, l'histoire n'était pas nécessairement déterminée à se dérouler ainsi. Et on aurait pu avoir des centaines d'autres mondes à la place de celui-ci. Voilà. Et ça, c'est à la fois un jeu et puis c'est aussi un pari philosophique.